Bienvenue à toutes et à tous à l'École nationale des chartes dans le cadre de cette deuxième conférence du cycle propre au bicentenaire de notre école. Le 14 janvier dernier, j'ai eu l'honneur d'accueillir pour inaugurer ce cycle Michel Pastoureau. Cette semaine, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Bruno Delmas, professeur émérite de l'école sur la chaire d'archivistique, de diplomatique et d'histoire des institutions de l'époque contemporaine. Bruno Delmas, bienvenue à vous. Vous êtes ancien élève de l'école des chartes, dont vous êtes sorti diplômé archiviste paléographe en 1966, avec une thèse d'histoire médiévale consacrée à la médecine à Montpellier au XVe siècle. Le titre exact était le chancelier Jacques Angely et la médecine à Montpellier au milieu du XVe siècle. Vous avez deux brillantes carrières, une carrière de conservateur, une carrière d'enseignant-chercheur. Au sortir de l'école, vous débutez ainsi comme conservateur du patrimoine spécialité archives à travers plusieurs postes, dont poste aux Archives nationales, à la direction des Archives de France, du ministère de la Culture. Et durant cette phase de votre carrière, vous avez pris une part très active à la coopération internationale, notamment par l'intermédiaire de l'UNESCO, dans le secteur des archives en tant que chargé de projet des Archives nationales de Côte d'Ivoire, puis en tant que responsable du centre de formation des archivistes de l'Université de Dakar entre 1973 et 1976. Cette expérience en matière de coopération archivistique, vous en avez fait ensuite profiter vos élèves de l'école des chartes, puisque vous avez été élu en 1977 professeur sur la nouvelle chaire d'archivistique, de diplomatique et d'histoire des institutions de l'époque contemporaine à l'école. C'est alors un moment d'élargissement des domaines d'enseignement de l'école que vous avez accompagné sur ce poste que vous avez occupé jusqu'en 2007. Et personnellement, j'ai eu la chance de pouvoir, en tant qu'élève, à la fin des années, au début des années 1990, pouvoir suivre vos cours. Ce nouveau poste donc de directeur d'études à l'école ne vous empêche pas d'exercer en parallèle d'autres missions. Vous êtes ainsi directeur de l'INTD de 1980 à 1996, directeur des archives de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, entre 1997 et 2001, tout en étant responsable, entre 1982 et 1990, responsable de la filière archives de l'Institut supérieur de Tunis. Donc, on voit des missions extrêmement variées, toujours avec cet attachement à la coopération internationale. Au titre de ces divers domaines d'expertise qui sont les vôtres, donc archivistique et diplomatique contemporaine, coopération internationale dans le secteur des institutions, de l'histoire des institutions et des archives, vous êtes actuellement membre du comité des travaux historiques et scientifiques, rattaché à l'école, à la section d'histoire contemporaine, tout comme vous avez été élu en 2007 membre de l'Académie des sciences d'outre-mer, où vous présidez la première section. Le développement actuel de la politique internationale de l'école en direction de l'Afrique et de la Chine vous doit beaucoup, car vous avez personnellement initié ces coopérations, je tiens à le dire et à vous en remercier vivement. Dès votre carrière à l'école et en tant que professeur émérite, vous avez également accompagné la construction récente du réseau que nous avons appelé RAFA, un réseau Action de formation archives en Afrique, ainsi que le projet de chaire UNESCO de l'école, qui est actuellement à l'étude à l'UNESCO, ainsi que le partenariat avec l'université de Wuhan en Chine. Donc pour tout cela, soyez vraiment remerciés au nom de l'école. Mais ce soir, c'est finalement d'un sujet en rapport avec ces liens, je crois, on le voit, anciens, qui sont ceux de l'école avec d'autres aires géographiques et culturelles, que vous venez nous parler à travers une figure relativement méconnue, celle d'un archiviste paléographe, celle de Raymond Thomasy, de la promotion 1935. Votre conférence est intitulée « Qui se souvient de Raymond Thomasy ?»
Nous avons là, vous allez nous détailler tout cela, un condisciple de Douai d'Arc, de la promotion en 1835, lui aussi, avec un parcours totalement rocambolesque, effectivement, on peut le dire. Un profil à la fois classique de l'érudition qui est celle de l'école des Chartes, puisque ce confrère a tout au long de sa carrière été l'auteur de nombreuses publications extrêmement érudites et introduit dans les grandes sociétés savantes de son temps, auxiliaire également de l'Académie des inscriptions et belles-lettres sous la monarchie de Juillet, mais aussi a eu un parcours d'aventurier, d'entrepreneur, donc sur le continent américain, et c'est aussi de cet aspect de sa vie que vous allez nous entretenir ce soir. Je conclurai en un mot bref. Qui a dit que les chartistes avaient ou ont des carrières toutes tracées ou convenues? Je crois que des origines de l'école à nos jours, bien au contraire, les parcours dits atypiques ne manquent pas, et c'est d'un de ces parcours que vous allez nous parler ce soir. Merci beaucoup Bruno Delmas. Vous avez la parole. Merci Madame la directrice pour ces propos louangeurs et immérités, mais si vous me le permettez, je voudrais aussi associer à ce remerciement un certain nombre de personnes qui, en raison des restrictions sanitaires, m'ont apporté quelques aides pour préciser certains points, et je citerai en passant Claire Béchu-Bénazé, Bertrand Fonck, Jacques Gonzalez, Jean-Claude Richard, Arnaud Dermy, mais aussi nos collègues de Nouvelle-Orléans, Alfred Lemon et Marie-Lou Echaune. Qui se souvient de Raymond Thomasy? Pourquoi chercher, à l'occasion du bicentenaire de l'École des Chartes, de vous parler d'un inconnu? Il est tellement inconnu, ce chartiste, que son dossier d'élève, pieusement conservé dans une chemise aux Archives nationales sous la cote 93 AJ 113, est désespérément vide. Voilà. Vous voyez le dossier ouvert, et là vous voyez le dossier, la couverture du dossier. Voici la seule inscription que l'on trouve. Concours d'entrée, alors les chemises sont récentes bien entendu. Thomasy, Marie-Joseph Raymond, naissance Montpellier, Hérault, c'est tout. La date n'est même pas mentionnée. Donc, même à l'école, Thomasy semble inconnu. Et bien sûr, il n'a pas de visage. Si jamais quelqu'un parmi les auditeurs connaît le visage de Raymond Thomasy, je suis tout à fait intéressé. Pourtant, c'est bien Raymond Thomasy que j'ai proposé de vous présenter ce soir. Né français à Montpellier, mort américain à La Havane, ce sont les multiples publications savantes sur le Languedoc de ce chartiste qui m'avaient intrigué quand moi-même, montpelliérain, j'étais élève à l'école des Chartes. Je m'étais promis de me pencher sur son parcours, un jour, plus tard, quand j'aurai le temps, à la retraite probablement. La Providence en a décidé autrement. Qui se souvient de Raymond Thomasy? Si, quelqu'un. Denis Lambert, un ingénieur américain de la Nouvelle-Orléans. Et pourquoi? Quelques semaines après l'ouragan Katrina, en août 2005, j'ai reçu un courriel de Denis Lambert. Il me signalait avoir trouvé à la bibliothèque de l'université de Tulane des cartes d'un certain Raymond Thomasy. Celui-ci avait dessiné des plans de protection de la Nouvelle-Orléans contre la mer et les inondations du Mississippi au milieu du XIXe siècle. Il était l'auteur d'une note sur l'hydrologie maritime et les lignes d'équissalure de l'océan Atlantique en 1859. Texte extrait de sa géologie pratique de la Louisiane. Il avait entretenu une correspondance avec Scholten, ingénieur en chef de Rotterdam, responsable des digues de la ville, sur les similitudes de situation entre la Louisiane et la Hollande. Les observations et les suggestions de Thomasy étaient utiles aujourd'hui, et Denis Lambert s'était adressé à moi, directeur de la France savante du Comité des travaux historiques et scientifiques, au CTHS, pour rechercher des éléments sur ce spécialiste d'hydrologie maritime de la Louisiane. Ainsi, après Montpellier, après la Havane, la Nouvelle-Orléans, le mystère s'épaississait.
En mars 2018, à l'occasion du 350e anniversaire de la fondation de la Nouvelle-Orléans, l'Académie des sciences d'outre-mer organisait un colloque qui se poursuivit l'année suivante par un voyage et un colloque en Louisiane. Ce voyage me permit d'échanger avec quelques historiens et chercheurs, de visiter les lieux et même le service des archives. Marie-Joseph Raymond Thomasy appartenait à la deuxième promotion des élèves pensionnés de l'école. Il fut le 10e à obtenir le titre d'archiviste paléographe. Parmi les plus anciennes promotions de chartistes, on peut encore citer, et encore, Burnouf, Douai d'Arc. La plupart des autres ont sombré dans l'oubli. Pourtant, premier paradoxe, Thomasy est le premier chartiste à avoir bénéficié d'une notice nécrologique dans le numéro de 1864 de la très érudite bibliothèque de l'école des Chartes. Seuls 4 autres de ces 10 premiers ont bénéficié de cette sorte de reconnaissance. Nouveau mystère. Sa vie, particulièrement dense, comme nous allons le voir, est une succession d'énigmes et de paradoxes. Il n'est jamais là où on l'attend. Il commence une carrière de savant classique, un parcours d'érudit brillant, très attaché à sa province du Languedoc. Devenu parisien, il est membre de toutes les grandes sociétés savantes de son temps. Puis, il s'occupe, toujours à travers l'histoire, de questions politiques, économiques et sociales. En particulier, il s'occupe de l'exploitation du sel et enfin, il devient entrepreneur en Louisiane. Ce sont ces différents aspects de sa vie que je vais présenter. Je vais les présenter successivement pour la clarté de l'exposé, bien qu'ils soient dans la réalité intimement mêlés. Il est nécessaire, pour la bonne compréhension des faits, de ne pas oublier ces interférences et parfois, si je puis dire, quelques redites. Nous allons donc voir successivement l'érudit, l'essayiste, l'entrepreneur et le savant géologue. L'érudit. Raymond Thomasy est né à Montpellier le 6 mai 1810. Son père, Nicolas Thomasy, est propriétaire et négociant, ainsi que son grand-père, Jean Thomasy, né vers 1750. Son oncle par alliance, c'est-à-dire le mari de la sœur de son père, Jean Martel, dit Martel aîné, est un important imprimeur du premier 19e siècle à Montpellier. Sa mère, Marie-Joseph Lager, appelée sous le Second Empire, sous le Premier Empire, Joséphine, était la fille d'un négociant qui avait lui-même épousé une demoiselle Martel. Les Martel sont une famille d'imprimeurs importants, déjà sous l'Ancien Régime, puisqu'ils étaient les imprimeurs des États du Languedoc. Les Thomasy sont, dans la première moitié du XIXe siècle, une famille bien établie à Montpellier, une famille bourgeoise, aisée, appartenant au monde du négoce et du commerce, des propriétaires. Elle habitait, toutes générations confondues, dans une maison familiale, rue de l'Aiguillerie, artère commerçante de la ville. Le couple a 5 enfants, 4 garçons et une fille. Édouard est l'aîné. C'est un praticien, comme on dit, praticien du droit, mais il est surtout connu comme, on dirait maintenant, un homme de lettres. Il publie en 1839 un premier poème, Le Jardin des plantes de Montpellier, puis un premier drame en 5 actes, Fillon ou l'héroïne de la Régence, joué au théâtre de Montpellier en 1840. Il est l'auteur de comédies, de vaudevilles et de tragédies présentées à Montpellier, mais aussi à l'Odéon et à la Comédie Française. Sa dernière pièce, datée de 1872, est une publication posthume. Toutefois, il est installé à Montpellier avec femme et enfants dans la maison familiale. Louis et Joseph, les 2 derniers de la fratrie, seront officiers de marine, et nous reviendrons sur eux plus tard. Enfin, la fille devient religieuse chez les Ursulines sous le nom de sœur Marie-Joseph. Le jeune Raymond est le 2e de la fratrie, et il semble vouloir suivre les traces de ses ancêtres. Après des études classiques, il se prépare aux affaires en faisant du droit, comme son frère aîné.
Titulaire de la licence en droit, en août 1833, il prête serment d'avocat en septembre de la même année et s'inscrit au barreau de Montpellier. Son avenir est tout tracé. Mais, pendant ses études en droit, Raymond a été engagé par Louis Médard, négociant en tissu et en particulier d'indienne. Il est originaire de Lunel, d'une famille de négociants en vin. C'est toujours le même milieu. Ce Louis Médard est un commerçant protestant, heureux en affaires, installé à Montpellier. C'est aussi, et peut-être surtout, un bibliophile passionné qui a profité de ses voyages pour acheter livres et manuscrits que la tourmente révolutionnaire a jetés sur le marché. Il constitue une collection remarquable d'environ 5000 documents allant du Xe au XVIIIe siècle. Raymond est devenu, durant ses études, son secrétaire. Il aide à classer et inventorier ses ouvrages. On peut facilement imaginer la révélation que fut pour le jeune homme, issu d'un milieu d'affaires, de découvrir, de toucher ses archives, d'ouvrir ses livres anciens, de plonger dans l'histoire des origines. Car Raymond est romantique, idéaliste, comme les gens de son milieu et de sa génération. C'est un enfant du siècle, ce contemporain d'Alfred de Musset. Chez Louis Médard, le rêve romantique semble réalisé. Il se prend de passion, selon toute vraisemblance, et Louis Médard lui signale, vraisemblablement, l'existence de la toute nouvelle école des Chartes. Le jeune bourgeois idéaliste a d'autres aspirations et fait un autre choix que celle de sa famille. Sans compter l'attrait de la capitale, il décide de se présenter devant le jury de l'école des Chartes pour un entretien sur l'intérêt qu'il porte aux textes anciens, et il est reçu. Et donc le voilà maintenant chartiste et parisien. Le 28 janvier 1833, il est nommé élève pensionnaire, c'est-à-dire rémunéré comme le sont les élèves aujourd'hui. Cette promotion compte 6 élèves. Il y a tout d'abord Gustave Fallot, qui a été secrétaire du comité chargé de diriger les recherches et la publication des documents inédits, avant même d'être diplômé de l'école des Chartes, mais le comité vient d'être créé, on cherche quelqu'un, et donc on le prend, c'est le major de la promotion. Il y a ensuite Louis Rédé, premier archiviste de la Vienne. Ensuite, on trouve Louis David, futur référendaire à la Cour des comptes. Louis Douai d'Arc, déjà cité, le célèbre sigillographe. Cinquième, Raymond Thomasy, futur attaché aux travaux historiques du ministère de l'Instruction publique, tandis que le sixième est Jacques Levasseur de Céresville, décédé prématurément en cours d'études à l'école. Thomasy est nommé archiviste paléographe le 17 janvier 1835. Après 2 ans d'études, auprès de ses 2 professeurs, Jacques-Joseph Champollion-Figeac et Benjamin Guérard, et en septembre 1835, il est d'ailleurs radié pour absence de la liste de l'ordre des avocats de Montpellier, on voit qu'il s'installe à Paris. Le voilà donc à Paris et le voilà diplômé. Au cours de ses études à l'école des Chartes, Thomasy s'est tout de suite révélé érudit actif et auteur prolifique. Et rassurez-vous, je ne détaillerai pas toutes ses publications, je ne vous présenterai pas toute sa bibliographie. Il a publié dès 1834 ses premiers travaux d'élèves dans le bulletin de la Société de l'Histoire de France. Travaux confiés par ses professeurs, ce sont une notus sur 2 registres manuscrits des archives de la commune de Montpellier, le mémorial des nobles et le petit Alamus sur lequel, nous, si je puis dire, nous avons tous travaillé, et une autre sur les statuts de la ville de Montpellier. Ainsi que débris des anciennes archives de l'abbaye d'Agnan en Bas-Languedoc. Ces débris ne sont rien de moins que ce qui reste du cartulaire oublié de l'abbaye qu'il a retrouvé dans les combles de la mairie. Toujours en 1834, comme l'a montré en 2018 Jean-Claude Richard dans les études héroltaises, il est le premier à s'intéresser à l'abbaye de Gélone, sur lequel il publie plus tard en 1839 et 1840 3 articles dans les mémoires de la Société royale des antiquaires de France. Le jeune diplômé, qui s'en va vers ses 25 ans, est attaché aux travaux historiques
du ministère de l'Instruction publique. Il est chargé de participer à la publication du recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers-État. La direction de ce programme, comme l'on sait, est confiée à Augustin Thierry, secrétaire de Saint-Simon sous l'Empire, devenu aveugle en 1833 et qui avait besoin de jeunes gens et de jeunes savants pour l'aider dans sa tâche. Ces recherches sur le tiers-État, le peuple, plaisent aux jeunes romantiques. Elles le conduisent à explorer les archives du nord de la France, Amiens et la Picardie. Ainsi, en 1837, avec deux autres chartistes, Tellet de la promotion de 1831 et Delpit de celle de 1835, ils réunissent 2287 pièces d'archives inédites sur le tiers-État, enfin, c'est-à-dire sur les corporations de l'époque. Ces pérégrinations dans le Nord n'ont qu'un temps. Il est ensuite chargé du dépouillement des collections historiques de la Bibliothèque royale, où il retrouve Douai d'Arc. En mission à Nancy, fin 1841, il établit le catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de Nancy. Mais l'avènement de la monarchie de Juillet donne, sous l'action de François Guizot, un élan nouveau aux études sur les origines de la France au Moyen-Âge. Pour la protection des monuments historiques du Moyen-Âge, Guizot crée un inspecteur général des monuments historiques, successivement Ludovic Vitet et en 1830, puis Prosper Mérimée en 1834. Il crée aussi en juillet 1834 un comité chargé de publier les documents inédits relatifs à l'histoire de France, j'y ai déjà fait allusion, qui deviendra le comité des travaux historiques et pour la publication des documents inédits. À Paris, Thomasy ne tarde pas à être admis à la Société de l'histoire de France qui vient d'être créée, à la Société académique des antiquaires de Morigny à Thérouanne, où ses recherches pour Augustin Thierry l'ont conduit, un peu plus tard en 1837, à la Société nationale des antiquaires de France, et bien entendu au Comité des travaux historiques et scientifiques. À cette époque où les études historiques sont en plein essor, s'est ouverte pour le jeune artiste une carrière très nouvelle qui aujourd'hui nous semble toute classique. C'est ainsi qu'il trouve le temps, parallèlement à ses études à l'école, d'entreprendre des recherches sur les églises médiévales du Languedoc. Ceci nécessite un petit retour en arrière. En 1833, il a été coopté à la Société archéologique de Montpellier, qui vient d'être fondée. Il est présenté dans le premier numéro de la publication de la Société, d'ailleurs imprimé par Martel Aîné, je cite, « Membre résident, avocat, élève à l'école des Chartes ». Ils sont 25 dans cette société et il devient membre correspondant lorsqu'il s'installe à Paris. L'artisan de ce recrutement n'est autre que Jules Renouvier. Renouvier a le projet de publier un ouvrage sur les monuments de quelques anciens diocèses de Bas-Languedoc, expliqués dans leur histoire et leur architecture, avec l'illustrateur Bonaventure Laurent. Il constitue une équipe, tous membres de la Société archéologique, et offre à Thomasy d'y participer. Chaque édifice fait l'objet d'une brochure. Thomasy réalise plusieurs descriptions historiques de ces édifices parallèlement à ses études. Alors je vais voir s'il y a, je peux vous en présenter, ça c'est voilà, publication de là. Et là, vous avez les membres de la société, et vous avez ici, vous pouvez voir, il y a, attendez, on peut indiquer ici, il y a Renouvier, et il y a ici Thomasy, avocat, élève de l'école des Chartes. Et puis il y en a d'autres qui participent à cette entreprise. Le bulletin de la Société de l'Histoire de France, dans sa séance du 2 novembre 1835, accuse réception de l'abbaye de Valmagne par Jules Renouvier et Raymond Thomasy, tiré à 100 exemplaires. Le bulletin rend compte de plusieurs interventions ou communications de Raymond Thomasy, découverte et restitution de l'hôtel de Saint-Guillaume, parent de Charlemagne et fondateur de Saint-Guillaume du Désert, l'ancienne abbaye de Gélone ou Saint-Guillaume du Désert, en Bas-Languedoc, en 1836, l'Académie des inscriptions et belles-lettres lui accorde une mention honorable pour ses études sur les abbayes de Gélone et d'Agnan. Puis c'est la publication, voilà, monument du Bas-Languedoc, voilà. Puis c'est la publication de la description de Maglone. Alors voici
les estampes qui sont faites par Laurence, qui illustrent le texte qui, lui, a été rédigé par Thomasy. Alors, encore une autre vue de Maglone. On voit les étangs. C'est un îlot au milieu des étangs. Ça, c'est l'abbaye d'Aniane. Ici, nous avons Saint-Guyenne du Désert, que vous connaissez tous. Alors ça, c'est la chronique, mais on va y revenir ensuite. Il poursuit donc ses études sur le Languedoc. En 1839, il publie Critique des 2 chartes de fondation de l'abbaye de Saint-Guyenne du Désert. Ces 2 textes sont publiés dans la bibliothèque de l'École des Chartes. Personnellement, je qualifierais cet article de petit bijou de critique diplomatique. Il prend à défaut avec délicatesse le grand Mabillon, sans oublier Don de Vic et Vessette, les 2 historiens moristes de l'histoire du Languedoc, pour montrer que la charte qu'ils avaient jugée fausse est authentique et celle qu'ils avaient jugée authentique est fausse. Il prolonge ses recherches sur Saint-Guillaume par des études historiques plus littéraires. Ainsi, en 1839, il donne en feuilleton dans l'Univers, journal catholique fondé en 1833 par l'abbé Migne, le célèbre auteur de l'encyclopédie, Voyage à l'abbaye de Saint-Guyenne du Désert, analogie de ces légendes populaires avec le cycle épique de Guillaume d'Orange. Thomasy est passé de l'archéologie à l'histoire littéraire. À l'évidence, par ses qualités intellectuelles, sa puissance de travail, mais aussi sa forte personnalité, son assurance et son aisance, Thomasy est entré dans le monde de l'érudition parisienne sans pour autant délaisser sa province du Languedoc. Il s'est fait rapidement une place parmi les historiens de son temps, il a déployé une activité remarquable, acquis une notoriété indiscutable, est devenu membre des sociétés savantes les plus réputées. Il présente des communications, publie aussi des articles dans des périodiques moins savants. C'est une vie de chartiste, comme on en trouve à foison dans le livret de l'École des Chartes, une activité professionnelle vouée à l'étude, à la conservation et à la valorisation des textes anciens, et corrélativement à la participation intense à une large sociabilité savante. Il a 35 ans. Oui, mais ce n'est pas tout. Thomasy se révèle aussi bientôt un essayiste. Dans la notice nécrologique qui lui est consacrée dans la bibliothèque de l'École des Chartes, il est écrit « Sa vie se partage entre des études d'ordre fort différents ». Ces ordres fort différents. La notice est signée, la voilà, on voit dans les premiers. La notice, voilà des études d'ordre fort différents. Cette notice est signée, je le pense, par Douai d'Arc, son camarade de promotion et son collègue à la Bibliothèque royale. C'est une expression pudique qu'il s'agit maintenant d'expliciter. Que sont ces autres études, ces études qualifiées d'ordre fort différent? Je vais les évoquer maintenant. Elles sont multiples, diverses. Thomasy se révèle progressivement plus essayiste qu'érudit, s'intéressant à la géographie, à l'histoire politique et religieuse, à l'économie et aux questions sociales. Une fois de plus, revenons à sa jeunesse montpelliéraine. En fait, la page montpelliéraine ne sera jamais tournée. La mer et les voyages attirent Raymond Thomasy. D'ailleurs, dans BNF Data, lorsque l'on regarde, il est qualifié de voyageur et géographe. C'est ce qu'on a retenu de lui. Il est réputé avoir beaucoup voyagé dans sa jeunesse pendant ses vacances d'étudiant, après les examens, dit-on. Il ne s'agit pas pour lui de guérir un quelconque spleen romantique, mais du moyen de connaître le monde. On reconnaît là l'esprit saint-simonien internationaliste ouvert sur le monde. Il faut se souvenir qu'à partir de 1820, le port de Sète, à quelques 25 km de Montpellier, grâce à sa croissance économique, connaît un essor important qui lui permet de retrouver le niveau d'activité d'avant la Révolution. Et puis, la conquête de l'Algérie va encore amplifier son développement. Raymond a voyagé en Méditerranée. Cet attrait pour la mer, Raymond le partage avec ses 2 jeunes frères, Louis et Joseph. Tous 2 feront l'école navale et auront une carrière d'officier de marine. Raymond semble très proche de Joseph,
pourtant beaucoup plus jeune que lui. Je crois qu'il a 16 ans de moins que lui. Lui aussi se mettra à écrire des essais après la disparition de Raymond, mais dans son domaine à lui, les ports et la politique maritime militaire. À Paris, Raymond adhère à la Société de géographie, créée en 1821, et qui elle aussi fête son bicentenaire cette année. Son adhésion à cet autre type de société savante confirme son grand intérêt pour la géographie et les voyages. D'ailleurs, il participe activement à la vie de la société et il prend même des fonctions de responsabilité. Le bulletin de la société signale qu'en janvier 1843, il entre à la commission centrale dans la section de correspondance et qu'il passe en 1847 dans la section de comptabilité. Son nom y apparaît pour la première fois en juillet 1842 pour signaler l'arrivée de nouvelles lettres d'Antoine Dabadi, le célèbre explorateur de l'Éthiopie. En septembre de la même année, Thomasy remet à la Société sa notice sur les relations entre la France et le Maroc. Entre la France et le Maroc. Et le mois suivant, il lit un mémoire sur les caravanes de l'Afrique septentrionale dans la même société. À partir de 1851, le bulletin de la Société de géographie cesse de publier les noms des membres de la commission centrale, mais à cette époque, Thomasy, en Louisiane, n'est plus membre de celle-ci. Il collabore aussi à plusieurs revues, moins érudites et à plus large diffusion, la revue maritime, publiée par le ministère de la Marine, les Nouvelles Annales de voyage, et plus tard, la revue contemporaine, périodique littéraire, politique et philosophique, fondée en 1852. Les publications à caractère historique de notre chartiste s'orientent aussi sur la publication d'essais politiques. Je me contenterai d'évoquer quelques titres. Essai sur les écrits politiques de Christine de Pisan. Ce qui l'intéresse, c'est aussi la personne, la femme. Il est très moderne, très à la mode, si je puis dire, mais ça c'est l'esprit du saint-simonisme et de ses pensées de l'époque. De la colonisation militaire de l'Algérie, en 1840, c'est un essai d'une vingtaine de pages, de la politique maritime de la France sous Louis XIV, la question d'Orient sous Louis XIV, le Maroc et ses caravanes, j'y reviens, le Maroc et ses caravanes, ou Relations de la France avec cet empire, publié pour la première fois en 1842. Il faut dire que l'on se perd un peu à suivre ces publications en cascade et leur foisonnement que je me risquerais à qualifier de viral. Prenons le dernier ouvrage, Le Maroc et ses caravanes. En 1842, il publie Les relations commerciales et politiques de la France avec le Maroc, publié chez Firmin Didot. Cette première édition est la simple réimpression d'un texte déjà paru dans les Nouvelles Annales des voyages. Nous venons de voir qu'il avait également donné le texte de cette publication à la Société de géographie. Et nous avons vu aussi qu'il avait le mois suivant lu un mémoire sur les caravanes de l'Afrique septentrionale dans la même société. La prétendue deuxième édition, intitulée Le Maroc et ses caravanes ou relations de la France avec cet empire, paraît en 1845. Cette évolution est révélatrice de sa méthode de publication que l'on pourrait qualifier de publication en cascade. Je vais donner un exemple. Au fil de ses recherches et de ses trouvailles, Thomasy communique immédiatement dans des sociétés savantes et dans des revues à large diffusion. Puis il publie ses communications et articles en un volume, qui plus est, qui n'est pas une simple compilation de ses écrits antérieurs. Ainsi, il les enrichit de communications qu'il a pu obtenir, d'une part, du célèbre historien François-Auguste Mignet, qui est à l'époque garde des archives des affaires étrangères, et qui lui communique toute une série de documents inédits, mais aussi du géographe Jean-Baptiste Herriès, membre de l'Institut de France, et qui lui communique encore d'autres documents inédits. Donc, dans ce livre d'histoire qui comprend 432 pages, et qui est extrêmement sérieux et documenté, il y a ce sous-titre qui apparaît, ou « Relations de la France avec cet empire ». En fait,
Il insère entre l'introduction et le texte lui-même une préface d'une dizaine de pages où il fait avec finesse et lucidité l'analyse géopolitique et politique du Maroc et étudie la question de sa colonisation éventuelle et de son avenir. Et on voit là sa méthode, les essais politiques et puis la recherche historique. Il n'est certes pas le seul à écrire à l'époque sur les perspectives de colonisation en Afrique du Nord, mais on ne peut s'empêcher de penser qu'il aurait pu avoir influencé l'action de l'IOT. En 1859 paraît une troisième édition de ce volume, et ainsi mêle-t-il histoire et politique. Thomasy est aussi un catholique, sa famille est catholique. D'ailleurs, son unique sœur est entrée chez les Ursulines, nous l'avons vu. C'est un catholique gallican. Il publie en 1843 Jean Gerson, chancelier de Notre-Dame et de l'Université de Paris. La deuxième édition, en 1852, porte le titre Jean Gerson et le grand schisme d'Occident. Et parallèlement, en 1844, il publie de la pragmatique sanction attribuée à Saint-Louis. Il publie aussi des articles dans Le Correspondant, revue catholique modérée, fondée en 1829, et dans l'Encyclopédie catholique. Ainsi, Thomasy, sur ces nouveaux terrains, ne cesse de nous surprendre, éclairant d'un jour nouveau et très contemporain ses analyses historiques et aussi son souci de diffuser largement ses idées. Mais nous n'en avons pas fini avec ces études d'ordre fort différent. Pourtant, Thomasy n'est pas un touche-à-tout. En fait, il a une grande cohérence dans son évolution et ses écrits. Le fil conducteur est le saint-simonisme, la réforme politique et sociale. Il n'est que temps de vous parler du saint-simonisme de Thomasy. J'y ai déjà fait allusion fugitive, mais c'est une des clés du personnage. Le saint-simonisme, au pouvoir court, prône l'avènement de la société industrielle, gérée par les producteurs, dans laquelle s'harmonisent les rapports des chefs d'entreprise et des ouvriers, afin d'améliorer l'existence de la classe la plus nombreuse et réduire les inégalités et la misère du peuple. Après la mort de Saint-Simon, Prosper Enfantin en fut, comme on sait, le principal et très dynamique propagateur, et en particulier dans les villes du Languedoc, où il fut accueilli à la fin des années 1920, en particulier par la jeunesse des classes les plus aisées, dont faisaient partie les enfants Thomasy. À Montpellier, ses principaux propagateurs étaient le chirurgien François Ribes, professeur à la faculté de médecine, membre en 1821 de l'Académie de médecine, qui anime les réunions et le recrutement. Il est secondé par l'avocat Freyss et Jules Renouvier. Revoilà Jules Renouvier. Nous l'avons déjà rencontré archéologue. Il a joué un rôle décisif dans la formation des convictions de Thomasy, dont il est l'aîné de 6 ans. Avant d'être archéologue, Renouvier est membre de l'école des Saint-Simoniens de 1824 à 1831. Il s'en détache alors et quitte le père Enfantin quand celui-ci veut transformer le saint-simonisme en une sorte de religion. Renouvier n'est pas n'importe qui. Il est le fils de Jean Renouvier, ancien député de l'Hérault sous la Révolution, et le frère aîné du philosophe Charles Renouvier. Lors de la publication de l'ouvrage « Monument de quelques anciens diocèses de Bas-Languedoc » dont j'ai déjà parlé, ouvrage publié en plusieurs livraisons, Renouvier fut nommé par Guizot inspecteur régional des monuments historiques. C'est un militant dans les rangs républicains. Il fut conseiller municipal de Montpellier en 1844, commissaire du gouvernement provisoire dans l'Hérault en février 1848, député de l'Hérault de 1848 à 1849. Revenons à 1831. Quand Jules Renouvier lâche Enfantin, il se voue à l'archéologie. Il entraîne, dès le début, nous l'avons vu, le jeune élève de l'école des Chartes dans ses publications. Ce ne peut pas être une coïncidence. Cet enchaînement permet de penser qu'ils se connaissaient depuis longtemps et partageaient les mêmes idées réformatrices. Cette expérience saint-simonienne a profondément marqué Raymond Thomasy et influencé ses écrits et son action. On connaît la présence des Saint-Simoniens en Méditerranée, Égypte et Algérie notamment. Aussi,
Quand Thomassi publie en 1840 La colonisation de l'Algérie, je crois que je l'ai. Voilà. La colonisation de l'Algérie, c'est un essai de 20 pages sur la colonisation et la géopolitique de la France en Méditerranée. Il y prône l'extension de la colonisation vers l'ancienne province romaine et chrétienne d'Afrique, c'est-à-dire la province de Constantine et la Tunisie, mais non le Maroc. Nous avons vu pourquoi. À partir de 1846, ces préoccupations historico-politiques prennent un tour plus économique, industriel et social au sujet du sel. Progressivement, Thomassi s'éloigne de ses travaux érudits pour consacrer l'essentiel de ses activités et de ses essais à des problèmes tout à fait contemporains. Est-ce si étonnant? Revenons encore à Montpellier. Le site d'origine est une petite colline située entre deux voies de communication, l'ancienne voie romaine, la Via Domitia, et la route du sel, utilisée depuis le Moyen-Âge. Et puis, il existe un port, sur le Lez. Au port de Montpellier se trouve, à Villeneuve-les-Maglones, à quelques encablures de la cathédrale, 180 hectares de marais salants qui sont devenus aujourd'hui réserves naturelles. Alors là, on voit bien, il y a Montpellier et on voit les différentes... On voit Montpellier, on voit les étangs, et ici à Villeneuve, Montpellier, Thomassi publie en 1846 du monopole des sels par la féodalité financière, augmenté de pièces justificatives et d'une note sur la constitution de la féodalité financière. Cet essai n'est pas une étude d'histoire médiévale. Il s'agit d'une critique politique, économique et sociale du monopole de l'exploitation du sel. Il dénonce cette nouvelle féodalité financière, sinon notamment la Compagnie des Salins du Midi, avec des accents que je pourrais qualifier de tout à fait contemporains. Le texte est publié en feuilleton dans la démocratie pacifique, ce qui n'est pas anodin. Il s'agit en effet d'un journal fourriériste, dont alors le rédacteur en chef n'est autre que Victor Considérant, le célèbre inventeur des phalanstères. Il permet de préciser l'évolution de ses affinités intellectuelles et de ses engagements politiques de réformateur républicain. Pourquoi cet intérêt pour le sel? Le sel est, avec le vin et le textile notamment, une des productions du Languedoc. Peut-être est-ce lié aux affaires familiales. Les Thomassi n'étaient-ils pas aussi des négociants? En tout cas, c'est chargé d'une mission officielle pour améliorer la qualité des sels romains que notre chartiste se rend dès les années 1848 en Italie, dans les salines de Cervia, au sud de Ravenne, et de là en Istrie, pour s'occuper de l'exploitation d'une filiale des salines de Cervia, à Comacchio. Et il donne des éléments pour en réformer l'exploitation avec des procédés de l'industrie française. Le rapport est imprimé à Rome par l'imprimerie de la Chambre apostolique aux frais du gouvernement en 1849. De l'impôt et du libre commerce des sels dans les États romains, ou la réduction de la taxe du sel de manière à en doubler les déficits nets. C'est-à-dire, évidemment, l'État recevra moins, mais le peuple sera allégé. Dans la situation troublée et instable que connaît la péninsule à cette époque, on ne sait si cette mission s'inscrit dans les mois où la République a été instaurée dans les États pontificaux, c'est-à-dire de fin décembre 1848 à juillet 1849, ou autrement. Thomassi est-il toujours attaché aux travaux historiques du ministère de l'Instruction publique? Dans quel cadre effectue-t-il cette mission? Son nom n'apparaît pas dans les dossiers du service des missions du ministère de l'Instruction publique. On peut se demander où est-il? Il s'agit d'une mission plus politique que scientifique, mais elle lui est vraisemblablement confiée pour ses connaissances dans ce domaine, comme le démontre son étude scientifique solide, appuyée par des exemples. Ainsi, à la fin des années 1840, Raymond Thomassi n'a rien abandonné, ni ses recherches scientifiques qui en font un expert reconnu, ni ses opinions politiques et sociales. Bien au contraire, il met à leur service son talent et sa plume. Il va même plus loin.
Sa vie devient bientôt celle d'un entrepreneur. Pourquoi cet érudit talentueux, cet essayiste militant, abandonne-t-il tout à coup toutes ses activités et interrompt-il sa brillante carrière parisienne, voire montpelliéraine, pour une résidence lointaine et une activité nouvelle? À 40 ans, il s'installe à la Nouvelle-Orléans. Personne ne donne les raisons de ce départ. Cette énigme avait attiré mon attention. La première explication qui vient à l'esprit est-elle à chercher du côté de ses engagements politiques républicains? Thomasy républicain ne s'est-il pas, volontairement ou non, exilé à la suite du coup d'État du 2 décembre 1851 de Louis-Napoléon Bonaparte? D'après les sources consultées, il retourne régulièrement en France à partir de 1858, ce qui coïnciderait avec l'assouplissement du régime et l'amnistie générale finalement décrétée le 16 août 1859 par Napoléon III. Ou plutôt, ne faut-il pas chercher du côté des affaires familiales? Peut-être les deux. Quoi qu'il en soit, il est en 1852 à la Nouvelle-Orléans, deuxième port des États-Unis, où vit une très importante colonie française, augmentée au fil des ans des descendants des réfugiés de Saint-Domingue, mais aussi de beaucoup d'arrivants d'Europe attirés par l'explosion de l'exploitation du coton, sans parler des industriels du textile qui créent dans le sud des exploitations pour assurer leur approvisionnement. Ainsi, les filateurs mulhousiens créent des colonies pour produire du coton et assurer leur approvisionnement. Remarquez, on voit bien aujourd'hui, n'est-ce pas, des vignerons qui viennent planter des vignes en Californie ou en Australie. On y parle autant français qu'anglais. Thomasy poursuit ses activités érudites, tandis que paraît en France Histoire des pêcheries dans les deux mondes, ouvrage que l'on peut acquérir dans les bureaux de la revue contemporaine. Puis il publie Missions et pêcheries politiques ou politiques maritimes et religieuses de la France chez Le Coffre. Ayant par nature besoin d'échanges intellectuels et scientifiques, Thomasy participe, peut-être plus, à la fondation de l'Académie des sciences de la Nouvelle-Orléans en 1853. Mais il faut vivre. C'est une activité industrielle selon la doxa saint-simonienne qu'il est venu développer. Il suit en cela l'évolution de nombreux saint-simoniens en France, on connaît leur rôle auprès de Napoléon III, et celui de ceux qui se sont établis sur le pourtour de la Méditerranée. Thomasy connaît bien l'exploitation du sel qu'il a étudié. On peut même penser qu'il n'est pas venu à la Nouvelle-Orléans sans avoir le projet de fonder cette activité en connaissance de cause. Car ce n'est pas un rêveur, c'est un homme d'action. Il lui faut trouver un site prometteur pour aménager des marais salants et trouver des associés. Ces projets économiques sont menés parallèlement à des recherches scientifiques. Ces travaux scientifiques sur la salinité des océans alternent avec la création d'entreprises salinières. Pour ma part, j'ai l'impression que ces entreprises furent plutôt des échecs. La recherche d'un site favorable. Sa première campagne de prospection le conduit le 19 décembre 1853 en Caroline du Nord, dans la baie de Pamlico Sound, dans l'île d'Ocracoke, sur le cordon de la lagune qui correspond, il faut bien se rendre compte des dimensions, qui correspond bien à 60 fois l'étang de Thau. Donc installé sur la lagune, sur le cordon littoral qui fait 125 ou 50 km de long sur 30 ou 40 de large, l'opération est sans résultat. Le 8 janvier 1854, il est en Caroline du Sud, à Edito Island, au sud de Charleston. Grâce à la correspondance du consul de France à la Nouvelle-Orléans, on comprend mieux comment se montent ces affaires. Monsieur de Mougeant, le consul, écrit au ministère et donc on peut suivre à travers ces correspondances le déroulement du projet. Le 14 février 1854, Mougeant reçoit une lettre de Thomasy expédiée de Washington au sujet d'un projet de saline à Charleston auquel il est associé, mais Thomasy souligne les difficultés de l'affaire, en particulier le coût de la main-d'œuvre. Le concile considère qu'un tel projet est possible, mais non pas à Charleston, non pas
à Edito Island, mais que le projet est possible à la Nouvelle-Orléans même. C'est d'ailleurs plus près du consulat. Il s'y rendra en novembre pour rencontrer M. Thomasy qui est sur place avec son frère. Son frère, il s'agit de Joseph, alors lieutenant de vaisseau, en congé pour raison de santé, du 24 décembre 1853 jusqu'au 16 juillet 1858. Il y a là des coïncidences chronologiques. Il semble donc que Raymond fut aidé pendant cette recherche et cette aventure par son frère marin de métier et sans doute son associé dans cette entreprise. En 1857, depuis la Nouvelle-Orléans, le consul écrit à Thomasy, qui est toujours à Charleston, au bon soin de l'évêque. Il y a des épisodes sur lesquels je n'entre pas, chez qui Thomasy est donc censé avoir ses entrées. Moujon dit être prêt à réunir avec ses amis les capitaux nécessaires pour créer une saline. Un mois plus tard, le 10 février, toujours 1855, M. de Moujon a fondé une association d'actionnaires et il est chargé de prendre la direction de l'entreprise. Et quelques semaines plus tard, dans une nouvelle lettre, M. Moujon annonce une rencontre avec Thomasy pour se rendre sur le terrain, établir un plan et une estimation des travaux et une estimation des résultats probables à en attendre. Deux lacs, proches de la Nouvelle-Orléans, attirent leur attention. Le lac Pontchartrain, bien connu au nord, et le lac Borgne à l'est. À la suite de cela, Raymond Thomasy fonde en 1855 une manufacture de sel, la Louisiana Salt Manufacture & Co. L'affaire est enfin lancée. Il publie en France la question du sel aux États-Unis. Mais 2 ans après, en décembre 1857, Thomasy obtient une concession pour installer des salines sur tout le territoire de l'île Tybee dans le comté de Chatham de l'État de Géorgie. On s'y perd. Ce qui frappe dans ces échecs successifs, c'est la divergence entre le point de vue du consul et de ses investisseurs et Thomasy. Ceux-ci recherchant une installation à proximité de la Nouvelle-Orléans, Thomasy, lui, s'obstine à rechercher des sites sur des lagunes atlantiques, mais l'océan Atlantique n'est pas la Méditerranée. Mais comme je vous l'ai dit, il ne se contente pas de ces entreprises. En même temps, il poursuit des recherches scientifiques. Elles sont de plusieurs ordres. Et tout d'abord, il va étudier la salinité des océans. Parallèlement à ces entreprises, Thomasy veut étudier scientifiquement la salinité des océans que Alexandre de Humboldt n'avait fait qu'effleurer. Au cours de nombreuses campagnes de 1853 à 1859, il mène toute une série d'expériences scientifiques pour mesurer la salinité de l'eau des océans au cours de trajets maritimes. Ainsi, dans le détail, nous sont parvenus les relevés de 6 campagnes de prospection qui alternent avec la recherche de sites d'exploitation et qu'il a présenté en 1860 devant la Société de géologie de Paris. Comment fait-il ces relevés? La méthode consiste à prélever chaque jour pendant un trajet en bateau, à heure fixe, en surface de l'eau de mer, à en mesurer la teneur en sel, la salure, avec un salomètre, terme évidemment oublié aujourd'hui, afin d'établir une sorte de cartographie de la salure de l'océan en fonction de la position du navire. Il note aussi la température de l'air, la température de l'eau, le temps qu'il fait, s'il y a des orages, si la mer est calme ou si elle est agitée, etc. Puis, du 25, donc il y a là toute une méthode scientifique extrêmement précise. Du 25 au 28 juin, il mesure la salure du Gulf Stream et du littoral américain entre la Havane et Charleston. Donc nous voyons bien en Caroline du Sud, à bord de l'Isabelle. Au printemps suivant, il se rend de Charleston à New York, à bord du Nashville. Et de là, du 18 au 23 juin, il gagne le Havre sur le North Start en faisant tous les jours ses prélèvements à la même heure et dans les mêmes conditions. Arrivé au Havre, c'est semble-t-il son premier retour en France. Il y reste 1 an. Il recherche des capitaux, il correspond avec l'ingénieur en chef de Rotterdam, responsable des digues de la ville, et le rencontre peut-être. Il poursuit ses recherches à Paris, comme semble confirmer les publications qui vont suivre. Puis, il embarque à Rochefort, à bord du vapeur de l'État à l'Acquéron, et il repart sans son frère, qui réapparaît sur les états de service de la marine. Tout au long de son voyage, comme les précédents, il effectue des relevés.
Début août, il arrive à Fort-de-France. Il est de retour aux États-Unis l'année suivante. Il refait encore un voyage. Je ne passe sur les détails. Là s'arrêtent ses campagnes de relevé. Ce qui frappe, c'est sa méthode scientifique qu'il suit pour comprendre le phénomène de la salinité de l'eau de mer. Et là, en ce domaine, il est véritablement un pionnier. Au milieu de ses affaires, il y a toujours le savant passionné. Il y a une autre question qui va l'intéresser et qui va le retenir, c'est la Louisiane. Alors, j'ai oublié de passer le sel, évidemment, les salines, la Louisiane. Tout part de documents sur la découverte de l'embouchure du Mississippi. Il a trouvé, lors de son retour en France, dans un dossier mal classé, conservé dans les archives du ministère de la Marine, un document qu'il publie de La Salle et ses relations inédites de la découverte du Mississippi. Car un autre grand problème intéresse passionnément Thomasy, la prévention des inondations à la Nouvelle-Orléans. Il étudie comment les prévenir en détournant le Mississippi vers des lacs de décharge, ce qui favoriserait l'enrichissement alluvial des zones de la Nouvelle-Orléans à protéger. Il profite de ses séjours en France pour étudier ces problèmes qui lui tiennent à cœur, ces inondations dont souffrent les habitants de la Nouvelle-Orléans. Et il essaie de trouver une solution scientifique, d'où tous les échanges qu'il a, d'où son inscription à la Société de géologie de France et les échanges qu'il a, les lectures qu'il peut y faire. Naturellement, selon son habitude, il y fait une communication. L'année suivante, en 1860, paraît en France la géologie pratique de la Louisiane, qui reprend, entre autres, le texte de La Salle. Thomasy est déjà reparti à la Nouvelle-Orléans. Désormais, en Louisiane, il est connu comme ingénieur géologue. Ce sont d'ailleurs ses derniers écrits qui, sur ce sujet, qui encore aujourd'hui retiennent l'attention des ingénieurs de la Nouvelle-Orléans. L'homme est brillant, c'est un savant, un entrepreneur, un géologue, un grand travailleur. Mais il paraît hautain, suffisant et sûr de lui, et les créoles ne l'apprécient pas beaucoup. Son auditoire local ne ressemble guère à celui de l'associé des géologies de Paris qu'il a fréquenté, nouant de nombreux contacts, faisant de nombreuses lectures à Paris. Il a une grande expérience des zones lagunaires et des marais salants en Languedoc. Il connaît aussi les ravages de la malaria, ce qui la favorise et ce qui la combat. Il a observé en Italie le delta du Pô, les marais pontins et les travaux qui y sont faits pour corriger et exploiter et pouvoir les mettre en exploitation. Il connaît aussi ceux de Toscane et de Corse. Il a vu comment on peut améliorer tout cela. Sa démarche, toute scientifique et toute, je dirais, philanthropique, est en même temps pétrie de certitude. Les créoles ont certainement tort, mais lui, il n'a pas la manière. Et voici un récit que je précise louisianais. Je lis. Thomasy exposait un jour devant une assemblée à la Nouvelle-Orléans le plan qu'il avait conçu pour prévenir les débordements du Mississippi. Il faisait remarquer incidemment que tout ce que l'on avait tenté jusqu'à ce jour était contraire aux principes les plus élémentaires de la science. L'un des créoles présents s'aventura à dire que les méthodes qui avaient réussi pour les petites rivières d'Europe pourraient peut-être bien se trouver inapplicables à un fleuve comme le Mississippi. Thomasy esquissa un geste de mépris et ajouta que les Américains sont ignorants. Il y a en Europe des rivières si grandes que le Mississippi n'est qu'un bief à côté d'elles. Cette remarque de mauvaise foi et méprisante appelait une réponse. Le créole en colère répliqua « Monsieur, je ne permettrai pas à un faux savant de diminuer en ma présence la plus longue rivière du monde. » Et il lui donna un soufflet. Un duel en résulta, duel qu'il perdit. Thomasy fut blessé, le sabre de son adversaire lui ayant traversé la bouche. Mais, mauvais perdant. Le lendemain, un ami qui lui parlait de sa blessure, il répondit « Ce n'est rien, une simple égratignure. N'eût été, monsieur, la mauvaise qualité de l'acier de ma lame américaine qui plia comme une lame de plomb, je tuai mon adversaire. Si j'avais eu à la place une bonne colichemarde française, cet homme aurait reçu ce qu'il mérite pour avoir insulté un gentilhomme français. » Ce récit louisianais, même s'il comporte quelques exagérations, ne révèle pas l'homme sous son meilleur aspect, et que nous savons doué et actif. Il se montre susceptible, maladroit, entier, et sans doute imbu de lui-même.
Cette constatation ternit un peu son image. Pourtant, il ne manque pas de générosité. Et ce sera son ultime combat. Au début de la guerre de sécession, au moment où la Louisiane rallie les autres États sudistes insurgés en 1861, la majorité de l'importante communauté française de la Louisiane fait corps avec le pays et s'enrôle pour lutter aux côtés des Louisianais. Les objections formelles posées par le consul de France à la Nouvelle-Orléans n'y font rien, et Thomasy s'engage aux côtés des sudistes. Il semble même que ce soit à ce moment-là qu'il prend la nationalité américaine. Il est alors l'un des fondateurs de l'hebdomadaire en français Le Sud, devenu la même année l'Estafette du Sud, titre plus guerrier, qui devient en 1863 la Renaissance louisianaise. Il publie encore en 1862 une statistique de la Louisiane. En 1861, au début de la guerre de sécession, Raymond Thomasy fait paraître l'annonce de la création d'une nouvelle manufacture de sel dans les États confédérés. C'est sa 5e tentative. Pour obtenir cette autorisation, il a fait valoir au gouvernement qu'une telle exploitation serait utile et lui rapporterait des revenus pour la guerre. Le 8 janvier 1863, il signe une convention avec le gouvernement confédéré pour créer des salins dans le comté de Clark, en Alabama. Le 18 janvier 1863, le consul de France reçoit de M. Dufour, notaire parisien, le pouvoir donné par un de ses clients à M. Thomasy, dont il n'a aucune nouvelle. Son frère Joseph Thomasy, qui est resté, comme nous savons, en France, est maintenant capitaine de frégate et commandant du port militaire de Sète. Inquiet de ne pas avoir de ses nouvelles depuis 6 mois, il écrit au consul de la Nouvelle-Orléans le 13 janvier 1863. Il reçoit au mois d'août une réponse du consul qui le rassure en lui disant que son frère est bien portant. Mais entre-temps, son frère est revenu en France. Pour organiser sa manufacture de sel et lui donner toutes les chances de succès, il faut à Raymond Thomasy du personnel expérimenté pour encadrer les équipes de sauniers. Il se rend en avril 1863 dans le midi de la France pour recruter dans les salénières du Languedoc 4 sauniers. Et il regagne avec eux la Nouvelle-Orléans. Sur le chemin du retour, victime du typhus, il est débarqué à Cuba avec ses compagnons. Il décède le 28 juillet 1863 à la maison de santé de Sainte-Mathilde de La Havane. Informé de son décès le 19 novembre 1863, Joseph écrit à nouveau au consul pour lui demander de lui renvoyer les papiers, les manuscrits et les cartes de son frère. Le 23 janvier 1864, le consulat invite Joseph Thomasy à prendre contact avec des personnes qui ont recueilli les effets et documents du disparu pour en obtenir le retour. Ses compagnons sauniers se retrouvent sans le sou, sans même être allés jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Ils auront beaucoup de mal à rentrer en France. Ils ne parviendront pas à se faire rembourser des frais qu'ils avaient avancés et que Thomasy devait leur payer à leur installation. Et le gouvernement fédéral sollicité, vainqueur de la guerre de sécession auquel il s'adresse, n'entend pas endosser les dettes des vaincus. Ainsi s'achève la vie improbable d'un savant, vie pourtant toute tracée par une formation entraînée hors des chemins attendus. Raymond Thomasy est un enfant de ce XIXe siècle, riche en bouleversements politiques, industriels, économiques et sociaux, dont il est aussi une sorte d'illustration. Nous avons essayé de débrouiller les chevaux particulièrement complexes de son parcours, et il reste sans doute encore à découvrir. Mais on regarde cette vie à travers tous ses avatars. Ce qui la caractérise le mieux, c'est, me semble-t-il, sa formation à l'école des chartes, déjà la méthode chartiste, que l'on évoque souvent à Rengaine, celle qui lui a permis de fonder chaque fois ses passions, ses idéaux, ses convictions et ses activités sur une incontestable démarche scientifique, comme 2 fils de chêne et de trame permettent de tisser une vie. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, cher Bruno, pour cette passionnante conférence, hein, très érudite, je crois, elle aussi, le fruit de la méthode de l'école des chartes. On suit avec énormément d'intérêt ce parcours qui est tout à fait incroyable.
effectivement de l'école des Chartes à l'embouchure du Mississippi et à la sonnerie pratiquée au moment de la guerre de sécession. C'est vraiment tout à fait passionnant. Bon, il y a quelques petits clins d'œil que je ferai peut-être à titre personnel. Enfin, j'ai noté notamment là, je crois que en ces premières années du fonctionnement de l'école des Chartes, vous avez l'itinéraire, il est aussi passionnant, ce qui me donne à voir l'école des Chartes à ses débuts finalement. Oui. Hein. C'est ça qui est aussi passionnant dans ce parcours. Tout au long du 19e siècle, on a une très grande proximité des milieux juristes avec l'école. Oui. Ça m'a frappé aussi dans votre propos. Et je crois quand on regarde les notices biographiques de nos confrères de cette époque-là, beaucoup de licenciés en droit, c'est quelque chose d'assez courant. Et finalement, là, on a aussi ce lien-là à travers ce parcours qui est vraiment totalement incroyable. Personnellement, j'ai aussi noté que Raymond Thomasy était l'auteur d'un essai sur les écrits politiques de Christine de Pisan. Donc ça, je ne savais pas. Vous voyez, un point bibliographique qui m'avait échappé et que je m'empressais d'aller vérifier dans le texte en regardant ce dont il est question plus précisément. Je crois que nous pouvons passer aux questions. Alors je vais, comme il est d'usage, regarder les questions qui arrivent sur le fil. Vous avez donc des bulles de questions-réponses et vous pouvez aussi éventuellement poser vos questions par rapport à la conversation, sur le fil de conversation. Je n'hésiterai pas à regarder de part et d'autre ce qu'il en est. Alors, Odile Velfelet vous remercie vivement pour votre conférence, Bruno Delmas, et espère une publication. Voilà, la question d'ailleurs que j'allais aussi vous faire. Oui. Est-ce que vous envisagez et sous quelle forme une publication de ces magnifiques résultats de cet itinéraire qui est incroyable? Oui, bien sûr, je pense que, mais je dirais pour le moment, nous en sommes à la conférence. Mais je pense qu'effectivement, cette vie vaut la peine d'être racontée et d'être publiée et d'être mieux connue. Tout à fait, ça ferait même un beau roman, je crois. Oui, oui, vous avez indiqué que le fait que pendant très longtemps, les chartistes ont été aussi des juristes. Et là, je voudrais revenir, c'est quelque chose effectivement de très important que l'on trouve. Il y a eu de nombreux professeurs de droit dans les facultés de droit qui étaient des chartistes. Et je crois que cela est resté vrai jusque vers la fin des années 50, 1950. Donc, il y a de grands noms de chartistes qui ont illustré l'histoire. Ah, c'est sûr, oui. Et puis le lien avec effectivement les chaires les institutions de droit, et les institutions. Voilà. Et c'est vrai que on exige aujourd'hui auprès de nos élèves, évidemment, le passage en cours de scolarité du grade de master. Et c'est vrai qu'on a quand même de nos jours beaucoup plus de masters d'histoire ou de lettres, bien sûr. Et c'est frappant au 19e siècle de voir le nombre de licenciés en lettres, bien sûr, mais aussi en droit. Je dirais peut-être surtout en droit, c'est assez frappant. Et on a en particulier cette constatation à travers le parcours de Raymond Thomasy. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas. Alors, je regarde. Il me semble que le fil de discussion, je ne vois pas de questions particulières. Sur la bulle de questions-réponses non plus. N'hésitez pas à poser vos questions. Non, c'est vraiment... Alors, effectivement, un personnage qui... Comme dans toute vie, c'est un magnifique récit de vie, un récit biographique. Alors, il y a des zones d'ombre, vous nous en avez fait part. La personnalité, on a finalement peu d'indices. Il y a ce récit louisianais qui donne quand même une impression d'un personnage fort peu sympathique humainement, ou en tout cas très arrogant. Oui, mais le récit, alors il est biaisé. Il est un peu à charge. Je pense voilà, c'est un récit à charge d'un habitant. Il est quand même apprécié partout, reçu partout. Ça, donc c'est aussi, je crois, quelqu'un qui a une puissance de travail, qui travaille beaucoup, qui publie beaucoup, qui est extrêmement actif. Et on le voit, il publie dans des sociétés, il publie dans des revues, dans des journaux, je dirais, plus grand public. Souvent, d'ailleurs, dans ces journaux, il publie en feuilleton.
et après ça, il réunit dans un ouvrage dans lequel il reprend ses textes en les amplifiant. Donc il a aussi une activité, peut-être c'est le éditorial, peut-être c'est l'influence des Martel, n'est-ce pas, qui le pousse, mais il est extrêmement prolifique. C'est pour ça que vouloir faire sa bibliographie, on en découvre toujours. Entre ces communications, il faudrait explorer toutes les sociétés auxquelles il a appartenu, parce que chaque fois, on est à peu près sûr qu'il a fait une communication, et dépouiller toute une série de journaux, j'en ai cité un certain nombre, où il a publié des avis et des textes. Oui, c'est ça, ce qui est très frappant aussi chez ces personnalités du 19e siècle, c'est la polyvalence, la curiosité polyforme vers toutes sortes de il n'est pas domaines. le seul. Au 19e siècle, on publiait, les érudits publiaient peut-être plus ou plus facilement qu'aujourd'hui. D'abord parce que l'impression coûtait moins cher, et puis parce que tout était nouveau. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de bibliographies, d'apparats avant d'avancer dans une... comment dire, avant de faire une publication, qu'à l'époque, tout était neuf. Exactement, oui, tout à fait. Alors, vous avez des questions, Bruno Delmas, qui arrivent, j'irai en rafale. Hein, c'est toujours comme ça, il faut se lancer. Odile Velfelet vous demande si vous avez des documents, photos ou des portraits, en fait, de l'individu. Non, alors, je n'ai pas de portrait, et... évidemment, je suis preneur, je l'ai dit au début, s'il existe un portrait, si quelqu'un parmi les auditeurs connaît quelqu'un qui a un portrait, on peut en trouver, je sais que l'on peut en trouver. Je vais citer un exemple qui est tout récent. Il y avait un membre de l'Académie de médecine, qui était originaire d'ailleurs pas très loin de Montpellier, de Narbonne, dont je ne savais rien. Il était membre correspondant de l'Académie de médecine, c'était le docteur Cernin. Alors, j'écris à l'archiviste qui me répond en disant « Mais mon prédécesseur a écrit une biographie de ce Cernin, je vous la communique. » Donc elle m'a communiqué et j'ai pu ainsi la voir. Je parle là dans le cadre de la France savante. Et donc je l'ai intégré en mettant que c'était Monsieur Viala qui en était l'auteur. Et j'ai dit « Est-ce qu'il existe un portrait ?» Alors, elle me répond en disant « Oui. Adressez-vous au musée. » Et au musée, on a trouvé un portrait que l'on m'a communiqué. Et donc maintenant, ce docteur Cernin, qui était membre correspondant de l'Académie de médecine, qui était totalement inconnu, eh bien, nous proposons, je dirais, à l'usage de tous, la vie et le portrait de cet inconnu. Et il peut y avoir comme ça des gens, et voilà, on ne sait jamais. Donc un avis de recherche. Vous lancez voilà, ce soir un avis de recherche oui. Concernant l'iconographie, enfin en tout cas le portrait éventuel de Raymond Thomasy. Alors je poursuis la liste des questions, cher Bruno. Solange Bidou vous demande s'il n'a pas laissé de descendants. Est-ce qu'il avait des descendants Non, à ma connaissance, non. Je n'ai pas trouvé. Très bien. Autre question. Donc on nous demande si... on vous demande si Thomasy a fait partie, donc voilà, je crois que c'est une observation qui remarque en fait que Thomasy a fait partie a été confrère de la Société de Saint-Vincent de Paul et il connaissait Frédéric Ozanam et l'abbé Marais. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Il faudrait voir. Mais il était catholique très, très convaincu. Et par exemple, il a eu des discussions, mais je n'en ai pas parlé, mais il y a beaucoup d'autres choses dont je n'ai pas parlé. Il a eu des discussions sur les Mormons, avec le clergé louisianais. D'accord. Très bien. Romain Legendre vous remercie pour cette présentation et vous demande si vous avez réussi à trouver des éléments sur sa vie privée et sentimentale. Alors c'est vrai qu'on vient de poser la question des descendants, non, rien non plus non, rien sur, trouvé, non. Je veux dire, ces éventuels mariages ou liaisons, rien du tout. D'accord, attends, des éléments non, mais sur ça. Il était vraiment inconnu. Voilà, c'est ça, oui, c'est ça. Il y a tout de même là un blanc. On a en revanche des indices sur la vie familiale, les relations avec les frères, effectivement, cette proximité avec ses frères.
Et en particulier le plus jeune, Voilà, Joseph. tout à fait. Marin, ça Oui. c'est assez Et frappant. qui se fait mettre, parce que son congé de santé, il se fait mettre Oui, plusieurs années quand même, congé, le congé de ben, santé. de 53 à 58. C'est ça, 5 ans de congé comme par hasard comme par en hasard, Louisiane pour se en Louisiane, remettre. voilà. Très bien, toujours Romain Legendre vous demande si on a, et ça rejoint une autre question qui est posée un petit peu plus haut, des éléments sur sa fortune ou les dettes laissées à son décès. Ça rejoint effectivement la question de la subsistance que vous évoquiez. Il faut bien, alors on a beau être érudit et s'intéresser à toutes sortes de domaines, vouloir expérimenter des techniques, notamment celle de la sonnerie appliquée à l'embouchure du Mississippi. Il faut bien vivre. Donc voilà, est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur son état de fortune? Vous évoquiez en fait des faillites successives ou des projets qui échouent. Voilà, qu'est-ce qui nous Non, alors il y a plusieurs choses. de... Bon, nous avons vu qu'il appartient quand même à une famille fortunée de Montpellier, donc il doit avoir vraisemblablement de la fortune personnelle. Bon, ça c'est un premier point. Ensuite, il est pensionné à l'école des Chartes et ensuite il est attaché au ministère de l'Instruction publique. Donc il doit avoir une rémunération. Et à un moment, j'ai posé la question, où est-il? Est-ce qu'il est toujours à Paris? Est-ce qu'il est toujours attaché au ministère de l'Instruction publique? C'est un point à éclaircir qu'il faudra préciser. Mais il est peut-être resté attaché assez longtemps. Oui, puisque des recherches érudites nécessitaient des déplacements, il pouvait les combiner avec des recherches personnelles. À l'époque, on était beaucoup plus souple qu'aujourd'hui. Alors maintenant, concernant ces entreprises, il ne les finance pas seul. On a vu qu'il essaie de monter avec des personnes, en l'occurrence, on a eu l'exemple du consul de la Nouvelle-Orléans. Il essaie de monter des sociétés, mais en quelque sorte, il en est peut-être l'animateur de l'entreprise, mais ceux qu'il finance, ce sont des associés, et on a vu un peu tous les échanges qu'il y a eu, et un peu les oppositions, ou les considérations de caractère économique qui font, par exemple, un problème de coût de main-d'œuvre, qui font qu'il dit non, on ne va pas s'installer à cet endroit-là, ce ne sera pas rentable. Donc il y a ces préoccupations. Quant à la dernière tentative, mais qui se noie, si je puis dire, qui disparaît avec sa mort, c'est la fondation de cette compagnie, mais qui est en partie largement soutenue par le gouvernement, puisque en fait, il s'agit de produire du sel pour alimenter la région, mais qui va permettre de financer la guerre de sécession. D'accord. Donc il s'engage, mais je ne sais pas s'il a beaucoup de fortune personnelle, mais il s'arrange pour réunir des capitaux. Oui, tout à fait. Il y a quand même la recherche de mécènes ou d'appui, en tout voilà, cas. alors ceci nécessiterait évidemment, en particulier à la Nouvelle-Orléans, davantage de recherche. Mais enfin, c'est grâce d'ailleurs aux deux collègues dont j'ai parlé de la Nouvelle-Orléans que j'ai pu avoir une part importante de cette documentation. D'accord. Une petite question relative, je crois que c'est Arnaud Ramière de Fortanier qui la pose, qui vous demande donc si donc Raymond Thomasy a établi un rapport avec les deltas, concernant le Mississippi, avec les deltas du Rhône et aussi du Nil. Non. Non, pas spécialement. Non, pas spécialement. D'accord, très bien. Et il y a une question aussi. Non, mais je pense que la question, quand même, me paraît pertinente parce qu'effectivement, lui, c'est un homme, si je puis dire, concernant le sel, c'est un homme de la lagune, c'est-à-dire des étangs. Et il y a les salines du Gros-du-Roi qui sont plutôt, et à côté, qui sont plutôt des salines, je dirais, du delta du Rhône. Bon. Et la Nouvelle-Orléans, c'est aussi un delta. Donc si on veut pousser l'analogie, on peut quand même esquisser quelque chose légèrement. D'accord. Très bien. Alors attendez, parce que je m'y perds un petit peu, il faut que je remonte. Il y a des questions qui sont reposées. Alors, autre question. Donc ça, voilà. Y a-t-il des archives à Cuba par rapport à, effectivement, vous dites qu'il est décédé donc à Cuba, mais est-ce qu'on a... Il y a les archives, il y a la correspondance diplomatique, mais ça quitte en France du consul qui annonce
qui annonce le décès, mais il n'y a pas d'archives. Il ne s'est pas installé. Alors, on lui a prêté à un moment, je n'en ai pas parlé, l'intention de s'installer à Cuba pour monter des plantations plus lucratives que le sel. Donc, le sucre ou la banane, enfin bon. Mais on ne sait pas grand-chose. C'est pour ça que je ne l'avais pas évoqué. Parce que, bon. D'accord. Merci beaucoup. Une autre question qui nous ramène au début de l'itinéraire de Raymond Thomassin. Emmanuel Demergue nous demande comment on était admis à l'école des Chartes à son époque. Donc on est vraiment là encore, je dirais, dans les débuts de l'institution. Quelles étaient les épreuves du concours? Depuis quand existe-t-il des classes préparatoires pour le concours de l'école des Chartes? Alors je crois que vous y avez en partie répondu dans votre exposé en nous citant notamment ce grand oral auquel Thomassin avait été admis, puisqu'il était à l'époque passionné de documents anciens, avait des connaissances certaines. Voilà, est-ce que vous nous en dire un petit peu plus et il passe en quelque sorte un entretien, et il a son expérience qu'il a faite en travaillant pour ce collectionneur, et donc il peut parler avec fougue, comme il sait le faire. Il peut parler des manuscrits, des éditions anciennes, etc. Et je pense qu'il convainc le jury ainsi. Mais il n'y a pas d'épreuves écrites comme nous les concevons aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose de plus récent. Quant aux classes préparatoires, bon, elles remontent un peu à l'entre-deux-guerres, pas avant. Donc, on se présentait avec le baccalauréat, mais qui à l'époque était un diplôme rare. Tout à fait. Et puis, je crois que la première année du parcours de l'école était elle-même une sorte de propédeutique. En fait, on avait deux étapes. Cet entretien, je dirais général, en fait, de motivation, de culture générale, et ensuite le passage de la première à la deuxième année. La première année étant vraiment une année un peu discriminante, déterminante pour aller vers le cycle, je dirais, plus complet, plus spécialisé de l'école. C'était un peu et d'ailleurs, on voit. D'ailleurs, on voit que la première année, il fait des travaux. On a dû lui demander, l'école lui a demandé de faire des transcriptions de documents du Languedoc. Et c'est pour ça qu'il est toujours à Montpellier, tout en étant à l'école des Chartes, et qu'il est membre de la Société archéologique. Donc il y a cette période, cette année de transition ou de propédeutique, comme vous dites, et pour lesquels il travaille, il transcrit des documents qui sont ensuite publiés par la Société de l'Histoire de France. Et c'est pour publier ces documents que les élèves de l'école ont créé la bibliothèque de l'école des Chartes. La bibliothèque de l'école des Chartes a été créée plus tard par les élèves de l'école des Chartes qui voulaient publier leurs travaux, qui étaient des travaux fort savants, qui voulaient les publier et ne pas être obligés d'aller demander à d'autres sociétés de les publier. C'est l'origine de l'ABEC, c'est bien ça. Oui, tout à fait. Et l'origine de l'école aussi, puisque c'est vraiment, l'école est née sous le patronage de l'Académie des inscriptions. Et l'Académie des inscriptions cherchait, à travers l'école des Chartes aussi, à former de jeunes savants susceptibles de l'aider, et notamment par le biais des transcriptions érudites des documents. Donc ça rejoint tout à fait effectivement l'esprit de l'institution à ses débuts. D'ailleurs, on le voit bien lorsque, par exemple, avec Tellet et je ne me souviens plus, ils font une campagne de recherche de documents et ils trouvent, je l'indique au début, ils trouvent en 1837, ils présentent 2300 chartes inédites qui sont allées découvrir, rechercher dans les archives du nord de la France. Oui, tout à fait, c'est assez facile. Voilà. Oui, tout à fait, un gros travail et tous les ans, une partie de la promotion était embauchée ou alors partait dans les archives départementales. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vraiment, on voit à travers on mesure, je dirais, de manière très sensible, très fine, les débuts, ce qu'étaient finalement les débuts de notre institution. Donc c'est tout à fait passionnant. Alors je crois qu'il me semble avoir fait à peu près le tour de l'ensemble des questions. J'en ai une dernière, je crois, sur la nature en fait de vos sources américaines, Bruno Delmas, sur ce parcours. Oui, la nature de mes sources américaines, ce sont des sources d'archives qui m'ont été en partie fournies par mes correspondants américains et qui sont
de tous ordres. Il y a à la fois des archives traditionnelles, des documents imprimés aussi, localement, etc. Très bien. En tout cas, écoutez, c'est vraiment... enfin, je me suis... vraiment, j'ai trouvé ça tout à fait passionnant. Et je crois que le public aussi... les auditeurs sont nombreux à souhaiter la publication de ces... comme Thomassi, il faut faire comme Thomassi, publier tout de suite. Voilà, avec peut-être plusieurs étapes, mais si je puis me permettre, c'est attendu. J'avais déjà publié dans un volume publié par l'Académie des sciences d'outre-mer quelques pages sur Thomassi, justement à l'occasion de ces rencontres que l'Académie avait organisées, de ces colloques que l'Académie avait organisés à l'occasion du 350e anniversaire de la Nouvelle-Orléans. Ah oui, je comprends très bien. Non, mais tout à fait, c'était un point de départ, d'ailleurs que lorsque je l'ai présenté aux collègues de la Nouvelle-Orléans, ils m'ont apporté des documents complémentaires. Mais une vie tellement répandue, tellement active, tellement diverse, nécessite des recherches toutes azimuts. Et donc, c'est aussi ce qui est passionnant. Tout à fait. Écoutez, c'est ce qu'on vous souhaite, voilà, c'est ce qu'on se souhaite aussi, de pouvoir lire, je ne sais pas, une biographie de Raymond Thomassi ou une étude une étude qui correspondrait donc à l'état de vos recherches sur ce personnage tout à fait passionnant, à la fois pour lui-même et puis pour l'école aussi, puisque ce sont vraiment les débuts de notre institution. C'est une belle figure. Je pense que nous avons fait le tour des questions. Écoutez, je vais vérifier. Sur le fil de conversation, je n'ai pas de remarques particulières. Il me semble également que sur la conversation... j'espère avoir rendu, attribué à chacun, à chacune. Voilà, c'est Madame Franconnet qui vous posait la question relative à la confrérie de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Voilà, j'espère avoir été je ne sais pas, attribué à chacune les questions posées. Voilà, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, j'attends encore quelques secondes pour vérifier, mais il me semble avoir... véritablement fait le tour. Il me reste vraiment à vous remercier vivement et chaleureusement, Bruno, pour cette très belle conférence. Et donc en espérant, je crois, avec les auditeurs présents ce soir, donc pouvoir vous lire bientôt sur ce même thème. Et un grand merci à vous encore. C'est moi qui vous remercie de votre accueil et puis de m'avoir donné l'occasion de parler de ce personnage qui, vous l'avez compris, par bien des points, m'est proche. Et depuis longtemps. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Merci encore. Merci Bruno.